Elle m'a trompé avec mon meilleur ami et pensait s'en sortir facilement. Mais en silence, j'ai préparé ma revanche la plus froide. Aujourd'hui, elle vit les conséquences. Sans même savoir d'où elles viennent. J'ai découvert que ma femme me trompait avec la personne en qui j'avais le plus confiance. Au lieu de me battre, pleurer ou supplier, je me suis assis, j'ai respiré profondément, et j'ai commencé à planifier. Et une fois le plan prêt, je l'ai laissé tomber, toute seule. Et le pire, sans même se rendre compte que tout faisait partie de ma vengeance. Mais ce qu'elle ne s'attendait pas à vivre, c'est que le coup final serait aussi silencieux que glacé. La vérité, c'est qu'on ne s'attend jamais à ce que la personne qu'on aime le plus devienne justement celle qui va vous détruire. Et peut-être que le pire, ce n'est pas la trahison elle-même, mais le fait qu'on fait tellement confiance, qu'on ne réalise même pas qu'on est pris pour un idiot depuis des mois. Je suis un gars ordinaire. J'ai 35 ans, je travaille comme analyste informatique, je mène une vie tranquille et simple, et j'ai toujours été du genre à valoriser la loyauté plus que tout. J'ai rencontré Laura à la fac. Elle étudiait le design graphique, et avait ce côté spontané, charmant, qui attirait tout le monde. On est tombés amoureux très vite. On s'est mariés 2 ans après avoir obtenu nos diplômes, et jusqu'à récemment, j'aurais juré que j'étais dans un mariage heureux. Mais comme on dit, le diable se cache dans les détails. J'ai commencé à me méfier quand elle a changé le mot de passe de son téléphone et qu'elle s'est mise à dormir avec l'appareil sous l'oreiller. Quand je lui ai demandé pourquoi ce changement soudain, elle m'a répondu que c'était pour des raisons de sécurité, qu'il y avait des choses liées au boulot et à ses clients qui demandaient de la discrétion. C'était louche, mais j'ai avalé la pilule. Petit à petit, il y a eu les sourires en coin face à l'écran, les sorties soudaines entre copines, les réunions de travail qui finissaient après minuit. Je me suis mis à me sentir comme un invité dans ma propre maison. J'ai essayé d'en parler. Elle m'a ignoré. Elle disait que je devenais parano, que je devais lui faire plus confiance. C'est là que j'ai commencé à observer. J'ai installé une appli sur mon ordi pour surveiller le réseau Wi-Fi. Rien d'invasif, juste pour repérer des schémas d'utilisation. J'ai découvert que son téléphone se connectait souvent à une même adresse IP, toujours pendant ces fameuses réunions. C'était un appartement à une vingtaine de minutes d'ici. En fouillant un peu, j'ai découvert qu'il appartenait à un certain Bruno qui, par hasard, était un ancien camarade de fac à elle. Le genre de mec drôle, cool, qui m'avait une fois traité de chanceux d'avoir réussi à conquérir Laura. La semaine suivante, elle m'a dit qu'elle passerait le week-end chez sa sœur pour aider avec les neveux. Je savais que c'était un mensonge. Le samedi soir, je me suis garé à 2 rues de chez Bruno. J'ai attendu. Vers 20h, elle est arrivée. Seule. Elle est entrée avec une clé. Pas de sonnette. Aucune formalité. Comme si elle vivait là. Je suis resté assis dans la voiture, figé. Tu sais, ce moment où ton cerveau veut exploser, mais ton corps ne bouge pas? C'était ça. J'ai mis 1 heure à rentrer chez moi. Et pendant tout ce temps, je me répétais, pourquoi? Le dimanche, elle est rentrée avec un sac de jouets et de bonbons, comme si elle avait vraiment rendu visite à ses neveux. Elle m'a embrassé sur le front et m'a dit qu'elle était épuisée. J'ai souri. Juste souri. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pas par tristesse. Pas par déception. Mais parce que quelque chose en moi avait changé. Je n'allais pas l'affronter. Je n'allais pas pleurer. Ni faire de scandale. J'allais me venger. Mais pas à chaud. Ce serait la vengeance la plus froide, la plus douloureuse qu'elle ait jamais connue. Les semaines suivantes, j'ai mis en place ce que j'ai appelé l'opération miroir brisé. Parce que tout ce qu'elle projetait, l'image parfaite d'un mariage heureux, d'une professionnelle exemplaire, d'une femme désirée et aimée, allait être brisée. Éclat par éclat. D'abord, j'ai créé un faux profil sur LinkedIn en me faisant passer pour un recruteur. J'ai contacté Bruno, l'amant, en lui proposant un poste séduisant dans une grande entreprise, dans un autre État. Le processus serait entièrement à distance, avec des entretiens fictifs programmés à des horaires bien précis. Juste de quoi saboter leur petite relation secrète. Ensuite, j'ai rassemblé les preuves. Capture d'écran, historique de localisation, images des caméras de surveillance de l'immeuble de Bruno, oui, j'ai payé un pote qui vit dans le même immeuble pour y avoir accès. Chaque preuve allait dans un dossier que j'ai nommé boss final. Il était bien rempli. Pendant ce temps, je jouais mon rôle à la perfection. Je faisais à dîner,
j'apportais le café au lit, je laissais des petits mots doux. Elle a même commencé à culpabiliser. Parfois, je voyais ses yeux s'embuer sans raison. Comme si elle commençait à comprendre ce qu'elle était en train de détruire. Mais c'était déjà trop tard. Le moment décisif allait venir le jour de notre anniversaire de mariage, 2 mois plus tard. Laura pensait que j'avais oublié, mais j'avais quelque chose de spécial en tête. J'ai invité ses parents, ma famille, quelques amis proches, même des collègues. J'ai tout fait passer pour une cérémonie surprise de renouvellement de vœux. Un joli dîner dans une salle louée. Tout payé par moi. Tout orchestré dans les moindres détails. Y compris le projecteur installé sur le mur principal. Et la clé USB déjà branchée. Au moment du toast, avec tout le monde qui souriait, je prendrai le micro. Mais, je ne vais pas encore dire ce que je vais annoncer. La vengeance n'a même pas encore commencé. Mise à jour 1. Eh bien, le grand jour est enfin arrivé. Dans les jours qui ont précédé le dîner, Laura s'est montrée étrangement plus affectueuse. Elle s'est mise à cuisiner pour moi, me faisait des compliments sans raison, et a même recommencé à porter ce parfum qu'elle utilisait au début de notre relation. Si j'avais été le même idiot qu'avant, j'aurais peut-être cru qu'elle retombait amoureuse de moi. Mais non. C'était de la culpabilité. Et de la peur. Au fond d'elle, elle sentait que quelque chose se préparait. Le matin de notre anniversaire de mariage, je me suis réveillé avec un petit mot posé sur la table du petit déjeuner, « Merci de ne pas avoir abandonné. J'ai hâte de te surprendre ce soir. » C'en était presque comique. Elle voulait me surprendre. Si seulement elle savait. L'événement était prévu à 20 h, dans une petite salle élégante que j'avais louée dans une propriété en dehors de la ville. J'avais personnellement veillé à chaque détail, éclairage tamisé, musique romantique, rose rouge, bougies sur les tables. Tout était de très bon goût. J'avais fait en sorte de passer pour un mari follement amoureux. Et tout le monde y a cru. Laura est arrivée à 19h45, accompagnée de sa mère. Elle portait une longue robe bleu nuit, les cheveux relevés avec une barrette que je lui avais offerte des années plus tôt. Elle était rayonnante. Pas pour moi. Mais pour ce qu'elle pensait être en train de reconstruire. Dès qu'elle est entrée, plusieurs invités l'ont prise dans leurs bras. Tous souriants. Tous dupés. Je l'ai accueillie avec un sourire calme. J'ai embrassé sa main. Je lui ai dit qu'elle était magnifique. Elle m'a répondu, presque en larmes, « Merci de ne pas avoir abandonné. » Si seulement elle savait. J'avais déjà abandonné. J'ai attendu que tout le monde ait fini de dîner. On a ri, on a trinqué, on a discuté. Puis, à un moment donné, j'ai demandé à tout le monde de s'asseoir. J'ai pris le micro et annoncé que j'avais préparé une petite présentation pour retracer notre parcours en tant que couple, une façon de se rappeler pourquoi nous étions tous réunis ce soir-là. Les lumières se sont éteintes. Le projecteur s'est allumé. Les premières images étaient innocentes, notre mariage, la lune de miel, de vieux voyages, des anniversaires, des fêtes entre amis. Laura souriait, émue. Elle m'a même pris la main. Et puis, l'écran est devenu noir. Et un titre blanc est apparu, La vérité sur Laura. Quelques secondes plus tard, sont apparus des captures d'écran de ses messages avec Bruno. Des messages explicites. Des audios où elle l'appelait « mon vrai homme ». Des vidéos où on la voyait entrer dans son appartement, avec la date et l'heure. Une séquence de la caméra de l'immeuble montrant les deux en train de s'embrasser dans l'ascenseur. La salle est restée figée. Un silence de mort. Certains invités se regardaient, incrédules. Sa mère s'est couvert la bouche. Son père, habituellement très silencieux, a soufflé un « mon Dieu » à peine audible. Laura s'est figée. Elle s'est tournée vers moi, les yeux écarquillés, sous le choc. J'ai continué comme si tout était parfaitement normal, ce genre de souvenirs, on ne les trouve pas dans les albums de mariage, mais ils font tout de même partie de notre histoire, n'est-ce pas, Laura ? Elle a commencé à balbutier un « ce n'est pas ce que tu crois », cette phrase ridicule que tous les infidèles pensent efficace. J'ai failli éclater de rire. J'ai poursuivi, « ah, et pour ne laisser aucun doute, j'aimerais lire une lettre. » J'ai sorti une enveloppe de ma poche. C'était sa lettre de démission. Que j'avais envoyée moi-même à son entreprise, en son nom, avec les preuves de sa trahison en pièces jointes. Bruno était leur client principal. Le conflit d'intérêts était évident.
Et il a été facile de les convaincre que sa conduite était totalement contraire à l'éthique. J'ai conclu, tu m'as trompé avec Bruno. Maintenant, tu n'as plus de travail, plus de crédibilité, et à partir d'aujourd'hui, plus de moi non plus. Je lui ai tendu une pochette. À l'intérieur, les papiers du divorce. Déjà signés de ma main. Laura s'est effondrée. Elle a commencé à pleurer, à trembler, à supplier. Elle disait que c'était une erreur, qu'elle m'aimait, qu'elle regrettait. Toute la salle assistait à la scène, mal à l'aise. Je me suis contenté de répondre. Tu as choisi cette fin. Moi, je n'ai fait qu'écrire les dernières lignes. Je suis sorti de la salle. Sur le chemin vers la voiture, je l'ai entendu crier mon nom. Je ne me suis pas retourné. Quelques jours ont passé depuis cette soirée. J'ai appris que Bruno avait disparu. Littéralement. Dès qu'il a compris que l'entretien d'embauche n'avait jamais existé et qu'il a vu le nom de la fausse entreprise que j'avais inventée, il a compris qu'il était tombé dans un piège. Il a tout bloqué, supprimé ses réseaux sociaux, quitté la ville. Apparemment, il avait femme et enfants dans une autre ville, ce qui rend toute l'histoire encore plus pathétique. Laura m'a envoyé plusieurs messages. Certains pour demander pardon. D'autres pour m'insulter. Et d'autres encore pour dire que j'avais été trop cruel. Je n'ai répondu à aucun. Elle vit encore dans l'appartement que nous partagions, mais j'ai déjà entamé les démarches pour vendre ma part. En attendant, je suis hébergé chez un ami, le temps de réfléchir à la suite. Mais ne crois pas que c'est fini. Ce n'était que le premier acte de ma vengeance. Le pire est encore à venir. Mise à jour 2. Je pensais qu'après cette soirée, elle disparaîtrait de ma vie. J'avais tout fait de manière propre, publique et définitive. Ce dîner était censé être le coup de grâce. Mais j'ai sous-estimé l'orgueil blessé d'une femme comme Laura. Celle qui m'a trompé n'était pas seulement infidèle, elle était aussi vaniteuse, narcissique et rancunière. La honte devant sa famille, ses amis et même ses collègues est devenue le carburant pour autre chose. Elle voulait détruire ma réputation comme j'avais détruit la sienne. Les premières semaines ont été silencieuses. Rien d'autre que des messages vides, des tentatives pathétiques de m'appeler au milieu de la nuit, et des audios larmoyants où elle disait qu'elle s'était suicidée émotionnellement, et qu'elle n'avait fait ça que parce qu'elle se sentait seule dans notre mariage. Bien sûr. Tout était de ma faute, maintenant. Mais le silence a pris fin quand j'ai reçu un email du service de conformité de mon entreprise. Un anonyme, évidemment, c'était elle, avait déposé une plainte affirmant que j'avais utilisé des ressources de l'entreprise pour espionner des gens, que j'avais violé la vie privée, et que j'étais émotionnellement instable. J'ai eu une conversation avec les RH. J'ai montré des preuves que je n'avais utilisé aucun outil professionnel, et j'ai précisé que la plainte était personnelle, sans fondement. Ils ont compris, heureusement, j'ai une réputation irréprochable là où je travaille. Mais les graines de la calomnie étaient déjà semées. Quelques jours plus tard, les rumeurs ont commencé. Des amis communs ont arrêté de répondre à mes messages. J'ai appris qu'elle racontait à tout le monde que j'étais contrôlant, obsessionnel, que je l'espionnais depuis des mois, et que j'avais un côté sombre. Un de nos amis les plus proches m'a appelé, gêné, pour me demander si c'était vrai que j'avais utilisé l'intelligence artificielle pour truquer la vidéo du dîner. Sérieusement. Elle a essayé de faire croire que j'avais tout falsifié. Audio, vidéo, capture d'écran. C'est là que j'ai compris, je devais la démasquer à nouveau. Pas seulement avec des preuves, ça, je l'avais déjà fait. Mais je devais montrer qui elle était vraiment. Pas seulement pour moi, mais pour tout le monde. J'ai commencé à recueillir des témoignages d'anciens collègues et amis qui s'étaient éloignés d'elle au fil des années. À l'époque, je pensais qu'ils avaient juste perdu contact. Mais j'ai découvert que Laura avait toujours eu un passé manipulateur, des histoires d'amitié brisées, de mensonges, de petits coups bas. Elle utilisait les gens comme des pions, puis les jetait quand ils ne servaient plus à rien. Une ancienne collègue m'a même confié que Laura avait essayé de saboter son mariage il y a des années, en couchant avec son fiancé quelques jours avant la cérémonie. Juste pour s'amuser. J'ai réuni tout ça dans un dossier. Mais je ne voulais pas faire un nouveau scandale public. Ce serait répétitif, et ça me rabaisserait au niveau où elle tentait de m'enfermer. Alors, j'ai décidé de semer les graines de sa propre chute. J'ai commencé à envoyer anonymement ces témoignages, avec preuve à l'appui, à ses proches. Un par un. Pas tous en même temps.
Chaque nouveau message faisait s'éloigner un « ami » de plus. Chaque envoi était comme un éclat de verre dans l'image parfaite qu'elle tentait encore de préserver. L'effet a été dévastateur. Son cercle social s'est réduit à une vitesse inquiétante. Une amie commune m'a raconté que Laura avait commencé à poster des citations spirituelles sur Instagram, comme si elle entamait une quête intérieure. Des légendes du style « Sois la paix que le monde te refuse », la vérité finit toujours par éclater. Ironique. Au milieu de tout ça, elle a essayé de se rapprocher de mon patron. Oui, elle est allée le voir en personne. Elle lui a dit qu'elle s'inquiétait pour moi, qu'elle me trouvait déprimé, que je n'étais plus le même. Une tentative de plus pour salir mon image. Mon patron m'a convoqué pour en discuter, plus préoccupé qu'accusateur. Je lui ai tout raconté. Depuis la trahison jusqu'aux tentatives de diffamation. Je lui ai même montré le dossier. Il est resté silencieux quelques secondes. Puis il m'a dit, elle semble bien plus obsédée par vous que l'inverse. Et c'est là que le coup final est arrivé. J'ai découvert que Laura participait à un processus de recrutement dans une agence internationale de design. Un poste à distance, mais très exposé. Elle en parlait sur les réseaux comme si elle y était déjà. C'était sa nouvelle version, son nouveau départ. Mais l'agence demandait des références. Et parmi elles, figurait justement l'une des personnes qui m'avait envoyé un témoignage sur ses comportements toxiques dans le passé. J'ai passé un coup de fil discret. Je n'ai pas demandé à lui nuire. J'ai juste dit la vérité. 2 semaines plus tard, j'ai vu une publication sur son Instagram, supprimée en moins d'1 heure, certaines portes se ferment à cause de la jalousie et de la sabotage. Mais tout revient. Je reviendrai. Elle n'est jamais revenue. Son monde a commencé à rétrécir. Sans emploi stable, avec une réputation détruite dans le milieu, abandonnée par ceux qui l'admiraient autrefois, Laura a commencé à dépérir. Un ami commun m'a dit qu'elle était retournée vivre chez ses parents, temporairement. Et qu'elle passait ses journées enfermée dans sa chambre, silencieuse, effacée. Est-ce que je ressentais de la pitié? Non. Du soulagement. Mais je n'en avais pas encore terminé. Elle avait détruit celui que j'étais. Elle avait tué une version de moi qui ne reviendra jamais. Et ça mérite plus que de l'exposition. Ça mérite l'oubli. La prochaine phase de ma vengeance, c'est d'effacer toute trace d'elle de ma vie et de la laisser se souvenir de moi chaque jour, sans jamais pouvoir rien faire. Cela commence dans la prochaine mise à jour. Car il reste encore le dernier mouvement. Et celui-ci sera silencieux. Mise à jour 3. Je ne voulais pas qu'elle souffre. Je voulais qu'elle se souvienne. Parce que la souffrance passe. La douleur, la honte, même l'humiliation publique, avec le temps, tout ça peut être atténué, rationalisé, transformé en discours de dépassement de soi. Mais le doute? Le doute ronge. Et c'est exactement ce que j'avais préparé comme phase finale de ma vengeance, un fantôme. Un vide dans l'âme. Une cicatrice invisible, sans explication. J'ai commencé par le plus basique, tout effacé. Photos, vidéos, messages, souvenirs. Réseaux sociaux? Silence total. J'ai supprimé tout ce qui pouvait indiquer où j'étais ou avec qui. Je suis devenu une ombre. Puis j'ai bloqué tous les canaux par lesquels elle aurait pu me contacter, téléphone, email, WhatsApp. Même mon numéro fiscal n'était plus accessible pour elle, j'ai changé mon adresse légale, masqué mes mouvements bancaires. Tout était légal, mais soigneusement calculé. Pour elle, j'avais tout simplement disparu. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que je n'avais jamais été aussi présent. J'ai commencé à lui envoyer des messages anonymes, de temps en temps. Pas agressifs. Ni insultants. Juste, subtil. Calculé. Du genre, tu te souviens de ce voyage qui n'a jamais eu lieu? Tu rêves encore à ce que tu as perdu? Tu t'es regardé dans le miroir aujourd'hui? Et toujours avec des profils différents. Des emails créés uniquement pour ça. Aucun indice. Un rythme irrégulier. Parfois une semaine entre deux. Parfois 2 jours. Parfois à minuit, parfois à 6 heures du matin. Je voulais qu'elle ne sache jamais quand cela viendrait. Mais qu'elle sache que cela viendrait. L'effet a été immédiat. Une connaissance qui avait encore des contacts avec elle m'a dit que Laura devenait paranoïaque. Qu'elle regardait autour d'elle dans la rue, se demandant si elle était suivie.
qu'elle pensait que son téléphone était sur écoute. Qu'elle répétait, il m'observe, je le sais. Elle est même allée au commissariat pour essayer de déposer une plainte contre moi. Le problème? Aucune preuve. Aucune menace. Aucun lien direct. Juste, des sensations. La policière lui aurait dit, vous êtes poursuivie par vous-même, madame. Ça aurait dû être la fin. Mais l'univers ou peut-être le karma a décidé de m'aider. Malgré tout ce que j'avais effacé, j'avais conservé un ancien numéro, juste par précaution, sans photo, sans statut, sans que personne ne sache que je l'utilisais encore. C'était mon unique lien avec le monde réel, et c'est par là qu'un soir, j'ai reçu un message inattendu. C'était de Bruno. Oui, ce Bruno. L'amant. Le dur à cuire de l'histoire. Le message était direct, presque froid, juste pour que tu saches, elle est revenue vers moi. Elle a essayé de recoller les morceaux. J'ai ri en pleine face. Elle est brisée. Et toi, Ben, t'as gagné, frère. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Mais ce message m'a donné une idée. J'ai contacté une vieille connaissance de la fac. Il était organisateur d'événements et toujours entouré d'influenceurs et de wannabe. J'ai organisé avec lui un événement fictif, un cocktail de networking avec des entrepreneurs et des créateurs de contenu. Et je lui ai demandé d'inscrire Laura sur la liste VIP, comme si elle avait été invitée pour son propre mérite. Bien sûr qu'elle est venue. Elle est arrivée à prêter, comme à la grande époque. Elle a posté sur Instagram, pleine de hashtags du genre « Nouveau départ »,« Connexion vraie »,« Renaissance professionnelle ». À peine entrée, elle souriait à tout le monde, rayonnante. Jusqu'à ce qu'on lui remette une carte. Une simple enveloppe blanche, avec son prénom écrit à la main. À l'intérieur, une seule phrase imprimée. Tu n'étais pas invité. Tu as été rappelé. D'après mon contact, elle a quitté l'événement sous le choc, les yeux rouges, sans dire un mot. Elle a désactivé ses réseaux le lendemain. Et a disparu de la scène publique. Moi? Je suis parti en voyage. Pas pour fuir. Pour me libérer. J'ai acheté des billets pour un endroit que j'avais toujours voulu visiter, mais jamais eu le courage. J'ai voyagé sac au dos dans des villes où personne ne me connaissait. J'ai parlé à des inconnus, ri de choses simples, senti le temps ralentir. Et un jour, assis dans un café à Barcelone, quelqu'un m'a demandé, « Vous êtes marié ?» J'ai souri. Je l'ai été. Mais maintenant je suis juste, libre. Laura est toujours en vie. Mais elle ne vit plus. Elle essaie de se reconstruire avec les morceaux d'un passé qu'elle a elle-même fait exploser. Et le plus cruel? Plus personne ne la blâme. Plus personne ne s'en soucie. Elle est devenue une note de bas de page. Une histoire que personne ne raconte. Quant à moi, j'ai recommencé à respirer. À rire. À dormir en paix. La vengeance a été complète non pas quand elle a souffert. Mais quand elle a compris que, le retour n'existe pas. Que tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a été, n'existe plus aujourd'hui que dans un endroit où même elle n'a plus envie d'aller, sa propre conscience. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire est intense et, surtout, troublante. Je ne suis pas là pour dire ce qui est bien ou mal, mais elle montre comment la douleur peut se transformer en un profond désir de justice ou de vengeance. Au final, le silence peut parler plus fort que n'importe quel cri. Et vous? Qu'auriez-vous fait à sa place? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.